En 1898, il lance un défi à la police de Chicago en affirmant qu'il pourrait sortir en 30 minutes d'une de leurs cellules de leur prison. Mais au final, il y parvient en seulement 3 minutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du plus grand magicien de tous les temps. Aucun cadre n'a aucun verrou, aucune prison ne lui résiste. Il a révolutionné le monde de la magie. Je vous parle bien évidemment du grand Harry Houdini. Eric Weiss est né le 24 mars 1874 à Budapest en Hongrie. Il émigre avec sa mère encore enceinte et ses 4 frères dans la communauté juive du Wisconsin, rejoignant son père qui est rabbin, qui s'est installé aux États-Unis 2 ans avant. Enfant, vu que sa famille n'a pas beaucoup d'argent, Erich a eu plusieurs emplois, comme vendeur de cravates, messager et apprenti serrurier. Et retenez bien apprenti serrurier car ce sera un point clé de sa carrière. Il fait ses premières apparitions publiques dès l'âge de 9 ans en tant que trapéziste en se surnommant lui-même Erich, le prince des airs. À l'âge de 17 ans, il est devenu fasciné par la magie après avoir vu le docteur Lin, un magicien de voyage, effectuer un tour de magie très célèbre, le fameux tour des anneaux chinois, qui consistait à avoir 2 anneaux et juste là, il pouvait les enclaver. Passionné par cet art, il quitta le travail à l'usine et il fit équipe avec Jack Heyman, un passionné de magie. Et les deux formèrent le groupe Les Frères Houdini. Et c'est la première fois qu'il a utilisé le nom de Houdini, et c'est pour rendre hommage à Jean-Eugène Robert Houdin, le magicien le plus célèbre de l'époque, que Harry considérait comme son mentor. Harry Houdini changea peu de temps de partenaire pour son frère Théodore. Puis encore peu de temps après, il changea de partenaire pour Bess Ragner, la femme qui est devenue la partenaire d'Harry Houdini, à la fois sur scène et dans la vie. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Houdini n'a pas connu le succès immédiat. Durant les 5 premières années, il a essayé tout type de magie. Des manipulations de cartes, il se présentait même comme le roi des cartes, il a même essayé les grandes illusions. Et pour l'anecdote, en 1896, Houdini, prêt à abandonner, a mis une annonce dans les journaux proposant de vendre pour 20 $ tous ses secrets. Et figurez-vous que personne n'a voulu les acheter. À cette époque, son seul grand succès fut le tour des aiguilles. Donc c'était un effet un peu macabre, où en gros il prenait des aiguilles, il avalait 10 aiguilles, il mettait un fil dans sa bouche, et il ressortait le fil. Et sur chaque truc, il y avait une aiguille, hop, hop, hop. Et encore aujourd'hui, ce tour-là est pratiqué par les magiciens. Je trouve ça quand même assez fou que plus de 100 ans après, nous les magiciens, on utilise encore des effets du 19e siècle. Donc là, Houdini connaît toujours pas le succès. Il cherche, il réfléchit, qu'est-ce qui pourrait le rendre célèbre. Avec ses connaissances en serrurerie, se présente comme le roi des menottes. Même si l'évasion, l'escapologie existaient depuis très longtemps, Houdini en devient le maître. Ses connaissances en serrurerie et en magie lui permettent de se libérer des menottes à double voire triple serrure, lui entravant aussi bien les poignets que les jambes. L'évasion est à la base d'un des numéros d'Harry Houdini qui remporte le plus grand succès au début de la carrière d'Houdini. Ce numéro s'appelait la métamorphose. Donc pour vous expliquer, Houdini rentrait ligoté dans un sac et ce sac même était dans une malle. Et sa femme tendait un rideau et quand elle le baissait, c'était Houdini et dans la malle, dans le sac, c'était sa femme qui était ligotée. Donc il faisait comme une transposition et encore aujourd'hui, ce tour-là est très utilisé par les magiciens d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est la malle des Indes. Malgré la dextérité, l'ingéniosité d'Houdini, la concurrence entre magiciens est considérable et l'illusionniste comprend qu'il a besoin de publicité. À mon sens, Houdini c'était le meilleur pour se faire de la publicité et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer toutes les dingueries qu'il a fait. Donc Houdini, il disposait pas de moyens financiers pour faire sa promotion. Donc il a été contraint de recourir à la presse et c'est en 1898 que Houdini a une grande notoriété médiatique. Pour vous la faire court, Houdini lance un défi à la police de Chicago, même moi j'aurais pas les couilles de faire ça, en leur affirmant qu'il pourrait se libérer d'une de leurs cellules de leur prison en moins de 30 minutes. Et le mec, il y parvient en seulement 3 minutes. Et d'ailleurs aujourd'hui on sait comment il a fait. Donc Houdini, on sait déjà qu'il a été dans la serrurerie, mais aussi quand il travaillait dans un cirque, grâce à un avaleur de sable, il avait une technique pour avoir un passe-partout dans la gorge et du coup pendant qu'il était dans la prison, il l'a régurgité. Avec ce passe-partout, il s'est aidé pour défaire le verrou de la serrure. Malgré ça, le couple a quand même du mal à se démarquer. Il survit péniblement en montrant leurs spectacles dans les cirques, les tavernes ou les fêtes foraines, sans qu'aucune grande salle de théâtre ne leur propose de contrat. Mais c'est en 1899 que le vent tourne. Martin Beck, un impresario, voit leur numéro d'évasion, les engage pour se produire dans les théâtres de music hall qu'ils possèdent dans tout le pays. Pour la première fois, Houdini a un travail stable et des revenus importants. Ces spectacles deviennent très appréciés aux États-Unis et peu de temps s'écoule avant qu'ils soient appelés à se produire en Europe. Donc à l'époque, l'Europe, pour tout ce qui est artistique, c'était un peu le centre. T'avais un spectacle en Europe, c'était incroyable. Donc il est appelé en Europe pour faire des prestations dans des villes comme Londres, Paris, Berlin, Moscou, et à chaque fois il avait un succès fou. Tout le monde a adoré Houdini. Et Houdini, vu que c'était un génie pour faire de la promotion pour ses spectacles, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville où il doit se produire, il se rendait directement au commissariat pour demander à être menotté et enfermé, affirmant n'avoir besoin que de quelques minutes pour s'évader. À chaque fois les policiers ils le prenaient au mot parce qu'ils pensaient qu'Houdini il était là juste pour se foutre de leur gueule. Sauf que Houdini était enfermé et ressortait à chaque fois sans menottes par la porte de la cellule quelques minutes plus tard. Et du coup ces prouesses arrivaient très vite aux oreilles des journaux et Houdini grâce à ça avait de la publicité gratuite
gratuite par les journaux. Parce que personne n'avait déjà vu ça, donc les journaux ils en parlent. Tout le monde a envie d'aller voir le spectacle d'Houdini. D'ailleurs, il a fait ça plein de fois, mais il y en a 2-3 qui m'ont marqué. En janvier 1903, alors qu'Houdini était à l'affiche d'un théâtre à Amsterdam, il a réussi à convaincre les personnalités de la ville de le mettre en prison. Et comme d'habitude, Houdini se libérera de cette cellule. Et les foules se pressèrent nombreux et nombreuses aux portes du théâtre pour voir son spectacle. Toujours en 1903, Houdini défia la police secrète russe de l'enfermer dans un fourgon cellulaire. Démuni, surveillé, menottes aux mains et enfermé dans le fourgon, il en ressortit en seulement 20 minutes, libre comme l'air. Et pour moi, le plus fou de sa carrière, à son retour aux États-Unis en 1906, Houdini a encore convaincu les autorités de l'enfermer, cette fois-ci nu dans une cellule, à l'étage des meurtriers dans la United States Jail de Washington. Non seulement il est sorti de la cellule, mais il a aussi ouvert les autres cellules, il a réinstallé les prisonniers dedans, les enferma de nouveau, s'habilla et sorti de la prison. Tout ça en 27 minutes. À l'heure d'aujourd'hui, on se doute plus trop de comment Houdini a fait, car en général, on lui permettait quand même d'examiner la cellule pour qu'il puisse voir si le verrou est en bon état de marche. Parfois, quand il avait la clé en main, il arrivait avec un bout de cire à prendre l'empreinte de la clé. Parfois même, il se foulait pas, il avait un complice qui lui donnait la clé. Et quand il avait la clé, il connaissait de nombreuses cachettes, dont sur ses chaussures, il avait un faux talon. Ou même carrément, le mec il a la clé, il la cache dans la cellule et il ressortait. Et l'histoire qui me fait rire, c'est que un jour, il était dans la cellule et il arrivait pas à sortir. Du coup, il était un peu dans la merde et tout. Et là, il embrassa sa femme et comme par hasard, il a réussi à sortir. Et du coup, tout le monde imagine que sa femme avait la clé dans la bouche et lui a donné grâce à un baiser. À la fin de l'année 1912, à l'âge de 38 ans, Houdini revint en Europe après une tournée aux États-Unis pleine de succès. La réussite d'Houdini suscita de nombreuses vocations auprès d'innombrables imitateurs escapologistes. Du coup, à chaque fois, Houdini devait faire plus fort, plus impressionnant, plus dangereux pour qu'il puisse garder en fait sa première place. Se faire arrêter par la police ne suffit plus à Houdini pour promouvoir ses spectacles. Désormais, il saute d'un pont menotté et en ressort comme si de rien. Il se fait même enfermer dans un caisson, plongé au milieu d'un fleuve et réussit à s'évader de l'eau. L'enthousiasme que suscitaient ces spectacles aquatiques, réalisés parfois devant des milliers de spectateurs, lui a inspiré l'idée d'un nouveau numéro pour son spectacle. Il se laissait enfermer menotté dans un baril plein d'eau pour réapparaître au bout de quelques minutes libéré de ses menottes. Même Houdini a eu une grande passion pour les camisoles. Il a trouvé cet objet fabuleux, tenu par les pieds à une grue, la tête vers le bas, enserré d'une camisole. Il se libérait devant une foule entière. Et pour lui, ce numéro, c'était un peu l'apogée de ce qu'il pouvait faire. À l'époque, c'était le premier être humain capable de se libérer d'une camisole de force, semblable à celle qu'on met aux fous meurtriers. Il est rentré aux États-Unis et remplissait des grandes salles de spectacle avec un spectacle de plus de 90 minutes où il se contorsionnait, il allait dans des boîtes avec de l'eau, il sortait de nulle part. En fait, il s'échappait d'un peu tout. Et c'est pour ça qu'il a eu un verbe à son effigie, Houdinize, qui veut dire un peu s'échapper, s'évader de quelque chose. Moi je trouvais ça quand même marrant que le mec, tellement il a marqué une génération, tellement ses coups de com', tellement ses apparitions publiques émerveillaient les gens, il a eu un verbe à son effigie. Houdini faisait des tournées des théâtres et à chaque fois il se battait pour rendre ça plus dangereux, plus impressionnant, mettre plus de suspense pour rester le numéro 1. À son apogée, Houdini paraissait parfaitement sûr de lui. Comme un homme qui réussit en tout et qui n'a pas de rival. Un homme qui peut arriver à tout. Les affiches d'Houdini reflétaient son assurance, son égocentrisme qui touchait parfois à l'arrogance et surtout son très grand sens du drame. Il ajoutait à son spectacle l'évasion la plus impressionnante qu'il ait jamais faite. Cette évasion s'appelait la pagode chinoise, qu'il présenta pour la première fois en Allemagne au cirque Busch. Donc l'illusion était super simple. Il y avait un coffre avec le devant en vitre. Houdini, dans une cage en métal, était suspendu par les pieds et en gros se défaisait en moins de 2 minutes avec ses assistants qui étaient autour en mode est-ce qu'il va sortir? Et au final oui il sortait, mais c'était le tour pour lui le plus dangereux et le plus complexe qu'il ait fait, son prime. C'était sa meilleure évasion de scène. Même si la réputation d'Houdini était basée sur des évasions, il a toujours eu l'esprit de compétition. Du coup, il veut toujours être numéro 1 partout, aussi dans la magie. Et c'est pour ça qu'il s'exerçait quand même à la magie et que du coup, il y avait quand même de la magie dans ses spectacles. Et il présentait quand même des tours de magie de haute voltige. Comme un pour moi qui est fou, le mec faisait en 1918 disparaître un éléphant. En parallèle, Houdini fit carrière à Hollywood. Dans un reportage tragique, il incarne un journaliste injustement accusé de meurtre. Il a même une scène devenue culte où il est suspendu dans les airs à une corde entre 2 avions qui, eux, entreront en collision. Cette scène est devenue mémorable, même si bien évidemment c'est une doublure qui l'a fait et pas Houdini. En 1913, la mère d'Houdini malheureusement décède. Houdini, très proche d'elle, tente de la contacter avec l'aide de devins et d'amateurs de spiritisme. Mais ses illusions s'effondrent quand une médium lui délivre un message qui aurait été dicté par sa mère, mais dont l'entête est une croix. Alors que sa famille, si vous vous rappelez bien, est de confession juive. Et en plus de ça, la lettre était rédigée en anglais. Langue que la mère d'Houdini ne parlait pas. Houdini, déçu, décide alors de discréditer tous les spiritualistes. Souvent, il arrivait, il était déguisé et il déjouait tous les mécanismes qui étaient là pour, entre guillemets, fake ces séances. Houdini se batta pour dénoncer ces médiums charlatans qui faisaient croire à leurs adeptes qu'ils communiquaient avec leur chef
cher disparu. Cela attirera même Sir Conan Doyle, celui qui a écrit de nombreux romans dont Sherlock Holmes, qui lui était profondément convaincu de l'authenticité du spiritualisme et des pouvoirs occultes des médiums. Et justement, c'est grâce à son amitié que Houdini du coup a eu avec Sir Conan Doyle que Houdini a pu être confronté encore plus à ce monde-là. Et même Houdini faisait partie d'un comité de recherche justement par rapport au spiritualisme. À un moment dans un journal, il offrait 2500 $ à celui qui lui prouvait que ça existait. C'est grâce à ça qu'il a déjoué de nombreux médiums charlatans. Même certains venaient alors qu'ils avaient une énorme réputation. Ça détruisait la carrière de nombreux médiums. Et bien évidemment, personne ne reçut la récompense parce que personne n'a réussi à berner Houdini. D'ailleurs, Houdini, toujours voulant être le numéro 1, avait dit qu'il comprendrait n'importe quel tour de magie si un magicien lui faisait 3 fois d'affilée. Et c'est là qu'un jour, Dave Vernon arriva vers Houdini, lui fit 7 fois le même tour de magie et Houdini ne comprenait rien. Et du coup, vu la réputation à l'époque d'Houdini, Dave Vernon, pour vendre ses spectacles, pour vendre ses prestations, s'appelait juste l'homme qui a trompé Houdini. Donc là, on vient à parler de la mort un peu mystérieuse d'Houdini. Donc il y a eu beaucoup d'histoires fausses justement sur cette mort, notamment une à cause d'un film sorti en 1953 qui s'appelle Houdini, qui montrait la mort d'Houdini sur scène tentant de réaliser une de ses évasions dans l'eau. Houdini se disait invincible et du coup parfois, à la fin de ses spectacles, il demandait à quelqu'un de venir monter sur scène et de lui infliger un coup de poing dans le ventre pour montrer sa résistance. Houdini était au milieu d'une tournée américaine. Il a commencé à éprouver de l'inconfort sévère à l'estomac et Houdini, artiste dans l'âme, ne voulait pas avoir des médecins car cela aurait signifié qu'il a raté quelques-uns de ses spectacles. Et le 22 octobre 1926, alors qu'il se produisait à Montréal, un étudiant fervent défenseur du spiritisme va voir Houdini et lui demande s'il peut lui mettre des coups de poing dans le ventre. Houdini, bien sûr, qui a un ego assez grand, accepte et avant même qu'il ait le temps de contracter, l'étudiant lui mit plusieurs violents coups de poing dans le ventre. Houdini souffrait très probablement d'un début d'appendicite, plus les coups, il mourut une semaine plus tard. Le 31 octobre 1926. Houdini laissa derrière lui pour les magiciens un très grand patrimoine. Il créa des illusions qui encore aujourd'hui se produisent. Houdini est décédé avec à ses côtés son frère et ses derniers mots ont été « Je suis fatigué de me battre ». Tout laisse à croire qu'Houdini était fatigué de se battre contre ses médiums, contre son envie perpétuelle de faire encore plus fort, plus dangereux, de faire encore plus fou, de faire encore plus de publicité, de faire encore plus grand. Et aujourd'hui son nom retentit encore dans le monde de la magie.